Bonjour, aujourd'hui nous allons construire ensemble un premier pipeline en machine learning pour un exemple simple d'un modèle de classification. Pour cette démonstration, nous utiliserons des données d'expression de gènes dans le cancer du côlon. Notre dataset est composé de 402 échantillons tumoraux et 402 échantillons normaux. L'objectif sera d'entraîner un modèle en machine learning sur les données existantes qui serait capable de réaliser un diagnostic de cette maladie pour de nouveaux patients. Vous pouvez récupérer les données et le code de cette démonstration sur le dépôt GitHub d'Epimed. Le lien sera disponible dans la description. Le fichier de données se trouve dans le répertoire Data. C'est un fichier CSV nommé :cancer. Si on ouvre le fichier de données, on trouve les valeurs d'expression de gènes dans différents échantillons. La première colonne, ID Sample, contient les noms d'échantillons. Il y a au total 804 échantillons. Les colonnes suivantes correspondent au niveau d'expression de différents gènes dans chaque échantillon. Dans cet exemple, nous avons au total 60 gènes, puis la toute dernière colonne, qui s'appelle Tissue Status, contient le statut de l'échantillon, normal ou tumoral. Dans cette vidéo, on va comprendre ensemble comment construire un pipeline standard en machine learning avec un modèle simple de classification. Donc tout d'abord, la première étape consiste à importer les données. Ici, pour le faire, on va utiliser la librairie qui s'appelle Panda de Python et qui permet d'importer les données sous forme d'un objet qui s'appelle DataFrame. Donc la première étape, ce sera d'importer le package Panda. Nos données sont disponibles dans le fichier qui s'appelle :cancer CSV et l'import de données se fait avec la commande de Panda qui s'appelle read CSV. Donc en premier argument, on donne le chemin vers le fichier de données. Ensuite, l'argument sep, c'est le séparateur dans les données, entre les colonnes, c'est le point-virgule dans le fichier CSV. Et ensuite, on peut également indiquer la colonne de l'index directement. C'est pas obligatoire, mais ça peut être assez pratique. Donc ici, on va dire que la première colonne dans le fichier qui s'appelle ID Sample va être la colonne de l'index dans le DataFrame Panda qui sera data. Et ensuite, on peut juste afficher l'import. La commande shape permet de savoir quelle est la taille des données importées. Ici, on voit qu'on a importé data et donc on a importé 804 lignes, 804 échantillons et 61 colonnes. Donc dans les colonnes, on a 60 gènes et puis il y a une colonne supplémentaire qui dit quel est le type de l'échantillon. Est-ce que c'est un échantillon tumoral ou normal? Il peut être très pratique aussi de visualiser rapidement les données. Pour cela, on peut utiliser la commande read du DataFrame qui affiche les 5 premières lignes. Donc là, on va exécuter data.read. On peut voir en fait les 5 premières lignes de données. ID sample, c'est l'index du DataFrame. Et ensuite, on a plusieurs colonnes. Donc, ce sont des noms de gènes, 60 gènes. Ici, on regarde la toute dernière colonne, elle s'appelle Tissue Status. On voit qu'elle contient en fait le type de l'échantillon. Donc ici, les premiers échantillons sont tous normaux, mais si on regarde les derniers échantillons, ils vont être tumoraux. Il peut être pratique aussi de regarder en fait le type de chaque colonne dans un DataFrame, et ça on peut faire facilement avec l'attribut du DataFrame qui s'appelle dtypes. Dtypes va juste afficher en fait pour chaque colonne quel est le type de données dans cette colonne. Donc comme on a les données d'expression des gènes, on a partout float, sauf la toute dernière colonne, Tissue Status, c'est une chaîne de caractères et en Panda, en fait, c'est marqué comme un objet. Ensuite, aussi, une méthode bien pratique, c'est la méthode describe, qui permet d'afficher les statistiques descriptives des données numériques. Si on exécute cette commande, on pourra voir, en fait, pour chaque colonne, on peut voir pour chaque colonne le nombre d'échantillons, count, la valeur moyenne, mean, l'écart type, la valeur minimale, la valeur maximale et quelques pourcentiles. Ça peut être pratique pour avoir un aperçu global sur nos données et sur les distributions. En deuxième étape, ça peut être très pratique d'afficher quelques données, quelques distributions, pour mieux comprendre et mieux cerner les données.
Et pour l'affichage des graphiques, dans Python, on a les librairies qui s'appellent Matplotlib. C'est une librairie standard pour faire des graphes. Mais aussi, il y a d'autres librairies, notamment Seaborn, qui permet de faire des graphiques un peu plus complexes d'une façon plus simple. En fait, c'est une librairie qui est écrite au-dessus de Matplotlib. Donc, dans un premier temps, on va importer les deux librairies, Seaborn et Matplotlib. Ensuite, ce que je vous propose, c'est de travailler sur un gène. Donc, oublier les 60 gènes et prendre juste un seul gène dans un premier temps. On va prendre le gène DAO et on va également garder la colonne Tissue Status pour savoir en fait quel échantillon est de quel type. Ensuite, pour afficher une distribution de ce gène-là, on va utiliser la commande qui s'appelle displot de Seaborn. Cette commande permet d'afficher une distribution des valeurs et notamment on va afficher le KDE, c'est Kernel Density Estimator. On va exécuter ces lignes de code et comme vous voyez, il y a un graphe qui apparaît. On voit la distribution de ce gène DAO dans les tissus normaux et dans les tissus tumoraux. Les tissus normaux, c'est la courbe bleue et les tissus tumoraux, c'est la courbe orange. On voit déjà à l'œil que, en fait, dans les tissus tumoraux, les valeurs du gène DAO sont relativement faibles, autour de 6, alors que pour les tissus normaux, les valeurs d'expression sont plutôt 8-9, donc c'est plus important. Ce gène-là, a priori, c'est un assez bon prédicteur qui permet de séparer en fait les échantillons normaux des échantillons tumoraux. Et même qualitativement, on peut se dire que si on met quelque part un seuil autour de, par exemple, 7,5, on peut assez efficacement séparer les échantillons. Si l'échantillon est, en fait, l'expression dans l'échantillon est en dessous de 7,5, alors il y a plus de chances que ce soit un échantillon tumoral. Et si c'est au-dessus, il y a plus de chances que ce soit un échantillon normal. Donc ça, c'est une considération un peu à l'œil qualitative. Mais maintenant, on va faire un vrai pipeline pour formaliser tout ça et pour réaliser en fait, le calcul avec la librairie scikit-learn en machine learning. Pour pouvoir travailler avec la librairie scikit-learn, il faut d'abord créer une matrice de données avec les features et un vecteur de cible, les targets. Ça, c'est une nomenclature, une convention dans la librairie scikit-learn. On est obligé de suivre cette façon de faire. La matrice de données utilisée en apprentissage est nommée par convention X en majuscule et dans cet exemple, X contient les données d'un seul gène DAO. Alors on peut exécuter ces quelques lignes et puis afficher les premières lignes de la matrice X qu'on vient de créer. La colonne Tissue Status, ça sera les cibles de notre modèle d'apprentissage. Et donc les cibles sont représentées par un vecteur, donc ça peut être une liste NumPy ou une série Panda, et on nomme cette liste par convention Y, en minuscule. En minuscule parce que c'est un vecteur, et quand on met un majuscule, on suppose que c'est une matrice. Les Y, pour nous, ça va être la colonne Tissue Status des données, et vous voyez maintenant, si on exécute ces quelques lignes, on voit en fait que c'est une série Panda qui contient uniquement les étiquettes. Est-ce que l'échantillon est normal ou est-ce que cet échantillon est tumoral? Ensuite, donc on doit en scikit-learn de créer un dataset d'entraînement et un dataset de test. Le dataset d'entraînement va servir à entraîner notre modèle et ensuite on va tester le modèle sur le dataset de test pour estimer l'efficacité du modèle. Est-ce qu'il marche bien ou pas? On n'estime pas l'efficacité sur le dataset d'entraînement. On considère que le dataset d'entraînement est consommé en quelque sorte par l'approche en machine learning. Donc il est obligatoire de partager le dataset initial X en deux datasets. Un dataset qui servira à entraîner le modèle et qu'on appelle par convention X-train et un autre pour tester qu'on appelle X-test. Comment séparer, donc splitter le dataset initial en ces deux parties? Habituellement, on a une approche suivante. Donc, on prend le dataset initial X et puis on le divise en plusieurs parties équivalentes. Donc ici, sur l'image, vous voyez un exemple
j'ai divisé le dataset en 3 parties. Et j'utilise 2 tiers de ce dataset pour l'entraînement du modèle. Et j'utilise un tiers pour le test du modèle. Donc les échantillons pour le Xtrain et Xtest seront tirés au hasard. La librairie de scikit-learn contient déjà un outil qui s'appelle Train Test Split pour créer facilement ces datasets. Donc tout d'abord, il faut qu'on fasse un import de cet outil et ensuite on exécute cette fonction Train Test Split. En argument, on donne le X, le dataset initial, les targets, Y. Ensuite, on indique la taille du dataset de test, en sachant que tous les autres points, en fait, le reste, ça va être le dataset d'entraînement, train. Et ici, j'ai choisi de faire un dataset de test de taille entière, mais on peut choisir en quart, en cinquième, en dixième, etc., en fonction du nombre d'échantillons que nous avons dans le dataset initial. Et à la fin, on a aussi une option qui s'appelle Stratify. Stratify égale Y. C'est une option qui est parfois activée, parfois elle n'est pas activée. Et elle sert, en fait, si on active cette option, ça veut dire qu'on voudrait que dans le dataset d'entraînement et dans le dataset de test, que les catégories des échantillons, normal et tumoral, soient réparties exactement dans les mêmes proportions que dans le dataset initial. Donc, dans le X, on a en fait 50% des échantillons normaux et 50% des échantillons tumoraux. Si on active l'option Stratify, on va retrouver 50-50 dans le Xtrain et aussi 50-50 dans Xtest. On affiche les 3 premières lignes du dataset Xtrain. On voit que les échantillons ont été complètement mélangés, ils ne vont plus dans l'ordre. C'est un ordre aléatoire qui a été attribué par le générateur. Maintenant, les données sont prêtes et on est en fait prêt pour entraîner un modèle de classification. Et pour notre premier pipeline, on va utiliser un modèle de classification très très simple. C'est un arbre de décision, ou decision tree en anglais. Un arbre de décision cherche un seuil optimal qui permet de séparer les échantillons normaux des échantillons tumoraux. Donc c'est un classifier très simple qui établit un seuil et puis les règles de décision par rapport à ce seuil. Dans les decision trees, il y a une option qui s'appelle max depth qui indique la profondeur maximale de l'arbre et on peut changer. Mais puisqu'on a juste, donc on va travailler sur une seule variable, un seul gène DAO, il n'y a pas de sens d'avoir une profondeur importante, donc la profondeur égale à 1 suffit. Et du coup, pour entraîner notre modèle, on va utiliser la méthode qui s'appelle FIT. Cette méthode effectue l'entraînement de notre classifier. Bien entendu, l'entraînement du modèle se fait uniquement sur la dataset d'entraînement Xtrain et le dataset de test Xtest ne participe en aucun cas dans l'entraînement. Alors, si on regarde la cellule avec le code, on voit que tout d'abord, on importe le classifier, Decision Tree Classifier. Ensuite, en ligne suivante, on crée une instance de cet arbre de décision, de Decision Tree, avec des options éventuellement. Mais à ce moment-là, le classifier n'est pas encore entraîné. C'est juste une instance vide. Ensuite, on peut appliquer donc, la méthode FIT, que cette méthode-là, elle va vraiment entraîner notre modèle. Et vous voyez que c'est classifier.fit et entre parenthèses, on prend en option le dataset d'entraînement Xtrain et les étiquettes qui servent à l'entraînement YTrain. Dans les options dans notre arbre de décision, vous pouvez voir l'option Criterion est égale à entropie. En fait, l'arbre de décision permet de sélectionner en option la fonction perte qu'on voudrait utiliser. Donc ici, je voudrais utiliser la fonction entropie. C'est cette fonction-là qui va être utilisée en tant que fonction perte et on va chercher le minimum de l'entropie comme une solution optimale. Mais on pourrait éventuellement utiliser un autre critère, que, par exemple, il y a une autre option qui s'appelle Gini, c'est un autre critère. C'est équivalent à utiliser une fonction de vraisemblance et maximiser cette fonction. Donc les deux sont possibles. Dans notre cas, l'utilisation de l'un ou de l'autre, c'est vraiment équivalent et ça donnera le même résultat. Une fois on a entraîné le modèle, c'est un modèle très très simple, donc on peut avoir envie au fait de comprendre un peu plus qu'est-ce qu'il a fait
le classifier, comment il a été entraîné, et de visualiser qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Dans scikit-learn, on a deux outils pour le faire. Il y a un outil qui s'appelle Export Text, donc pour afficher un mode textuel, ou Plot Tree pour afficher un graphique. Tout d'abord, on va utiliser Export Text pour regarder comment c'est représenté en texte, donc Print Decision Tree Text. Et vous voyez, au fait, comment l'entraînement a été fait, quel est l'arbre de décision final, au fait, obtenu après l'entraînement. On voit les règles de décision. Si l'expression du gène DAO est plus petit ou égal à 7,54, donc c'est le seuil qu'il a trouvé, le seuil optimal, alors l'arbre de décision va attribuer la classe tumorale à l'échantillon correspondant. Si par contre l'expression du gène DAO est plus grand que 7,54, alors la classe attribuée sera normale. On peut également visualiser l'arbre de décision quand cet arbre n'est pas trop complexe, et c'est notre cas, avec la fonction plot tree. Donc voilà, on va exécuter cette fonction-là, et vous voyez que la même chose apparaît sous forme de box graphique. Il y a un peu plus d'informations. C'est toujours le même seuil, donc 7,54. Le nombre d'échantillons dans le dataset d'entraînement, c'est 536. Et on a 268 échantillons normaux et 268 échantillons tumoraux, donc 50-50. Au tout début, avant l'entraînement, en fait, tous les échantillons vont être classés en normal. Et après, pendant l'entraînement, ça va changer. Donc on voit avec les box colorées le résultat de l'entraînement. Donc si le gène DAO, son expression est plus petit que 7,54, alors on est dans le box bleu. On voit que le nombre d'échantillons qui correspond à cette règle, c'est 265. Et parmi ces 265 échantillons, on a 11 échantillons normaux et 254 échantillons tumoraux. On se trompe sur 11 échantillons. Alors, si l'expression du gène DAO est supérieure à 7,54, alors à ce moment-là, on est dans une situation du box orange. Le nombre d'échantillons correspondants, c'est 271, et on a 257 échantillons normaux et 14 échantillons tumoraux. Donc nous avons une erreur sur ces 14 échantillons, mais c'est une division en fait optimale. Alors une fois le modèle entraîné, il peut être utilisé sur de nouveaux échantillons pour prédire leur statut, normal ou tumoral. La performance du modèle est habituellement estimée par une métrique. Dans notre exemple, on utilise la métrique qui s'appelle Accuracy. C'est peut-être la métrique la plus simple parmi plusieurs métriques possibles. Accuracy correspond à la proportion des prédictions correctes, donc c'est le nombre de prédictions correctes par rapport au nombre total de prédictions. La prédiction se fait avec la méthode Predict. Les modèles d'apprentissage supervisés en scikit-learn possèdent tous les méthodes standards, Fit pour entraîner le modèle et Predict pour prédire sur le dataset de test. On va faire l'import des métriques de scikit-learn et ensuite on va prédire les étiquettes d'abord sur le dataset d'entraînement et ensuite sur le dataset de test. La seule métrique qui est vraiment finale et qui fait foi, c'est la métrique qui est calculée sur le dataset de test. Mais très souvent, on calcule les deux, la métrique sur le dataset d'entraînement et sur le dataset de test pour les comparer parce que ça peut être intéressant d'évaluer assez rapidement est-ce que notre modèle surapprend ou pas en comparant ces métriques accuracy. Or, quand on doit donner vraiment le chiffre final, quelle est la performance de notre modèle, à ce moment-là, on utilise uniquement le dataset de test. Et aussi, quand on compare plusieurs modèles entre eux, on compare uniquement sur le dataset de test. On n'utilise pas le dataset d'entraînement à ce moment-là. Donc, dans notre code, on voit que d'abord, on fait la prédiction sur le dataset d'entraînement, ensuite sur le dataset de test. On récupère les étiquettes prédites sur le dataset d'entraînement et sur le dataset de test. Et ensuite, en comparant les étiquettes réelles et les étiquettes prédites, eh bien, on peut calculer le score accuracy et les comparer, les afficher. Donc, si on exécute ce code pour notre modèle, on voit que nous avons obtenu
accuracy dans le dataset d'entraînement à 0,95, donc c'est pas parfait, mais c'est tout à fait honorable. Et dans le dataset de test, on obtient accuracy égale à 93%. Alors, on voit qu'il y a un petit décalage. Donc, dans le dataset d'entraînement, ça marche un tout petit peu mieux que dans le dataset de test, mais la différence n'est pas énorme. Donc, c'est acceptable. Il y a peut-être un tout petit peu de surapprentissage dans notre modèle, mais on peut accepter au fait ces chiffres, c'est relativement proche, c'est pas trop mal. Donc nous avons terminé cet exemple et juste pour vous faciliter les exercices suivants, je vous propose de créer une fonction pour automatiser le calcul de la métrique, en fait exécuter dans une fonction toutes les lignes de code que nous avons fait. Donc dans la fonction, la première chose, on va entraîner le modèle avec la méthode fit uniquement sur le dataset d'entraînement. Et ensuite, on va faire les prédictions sur le dataset d'entraînement et le dataset de test et on va calculer les métriques. Donc, je vous remercie de votre attention et on peut continuer sur les exercices qui vont être enregistrés dans les vidéos suivantes.